Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que cette grosse théorie ne vient pas que de moi. J'ai cherché pas mal de temps sur le net pour trouver plusieurs infos, jusqu'à en trouver une très cohérente avec mes idées et celles des autres. Sur ce, mon visionnage. Cette théorie se passera en plusieurs étapes. La première, le siècle manquant. En 2, les 3 éléments qui façonnent le monde de One Piece. En 3, le rêve de Goldie Roger. En 4, le passage du temps. En 5, la volonté héritée. En 6, le projet de One Piece. En 7, la prophétie. Et pour finir, on résumera un peu tout ce qu'on a parlé. Donc, il est tout d'abord nécessaire de nous rafraîchir un peu la mémoire en apprenant quelques détails sur l'univers de One Piece. En commençant par le siècle manquant. Il y a 800 ans, une partie de l'histoire a été effacée des livres et des chroniques sans que l'on sache pourquoi. Personne à part le conseil des 5 étoiles du gouvernement mondial n'est au courant de ce qui s'est déroulé durant cette période. Du moins jusqu'à ce que Goldie Roger, ce grand Goldie Roger, regardez ce fameux chapeau de paille, devienne le roi des pirates et découvre la vérité bien évidemment. Il a réussi cet exploit en décryptant les différents poneglyphes éparpillés sur le monde. Je sais pas trop comment il l'a fait, sachant qu'il n'y a que ceux de Pandora qui n'y arrivent. Ces stèles renferment des inscriptions qui donnent des indices sur ce qu'il s'est véritablement passé à ce moment-là de l'histoire. Une fois que l'on lit tous les stèles bout à bout, on est censé découvrir toute la vérité. Le dernier poneglyphe serait sur Raftel, ou Raftel comme vous voulez. Moi je dis plutôt Raftel, je préfère ce mot. La dernière île du monde que seul l'équipage de Roger a atteint. Et que nous avons appris dans un dernier scan il y a peu de temps qu'il faut les 4 stèles, etc. rouges pour les atteindre, sachant que 2 empereurs ont 2 stèles. Donc voilà. On va passer à la deuxième étape qui sont les 3 éléments qui façonnent le monde de One Piece. Dans One Piece, 3 choses ne peuvent être surpassées ou arrêtées. Les rêves des hommes, le passage du temps, la volonté irritée. Si vous n'avez jamais vu ça sur les scans, au début des scans, faut les lire. Au début, les premières pages, vous voyez ça des fois en titre, la volonté irritée, le passage du temps, etc. C'est ce qu'on nous explique la citation de Goldie Roger dans le chapitre 100, en ajoutant que tant que les hommes aspireront à connaître le sens du mot liberté, personne ne pourra faire disparaître ces choses. Au début de l'aventure, cela n'a pas vraiment plus de poids qu'une autre citation classe du manga, parce qu'au début du manga, on regarde plutôt les pouvoirs, etc. On fait pas trop attention à la théorie, etc. Mais au fur et à mesure que l'on creuse l'histoire étendue de One Piece, on se rend compte que l'on rencontre sans cesse ce schéma. Pour donner un petit exemple, tu vois, on peut citer le cerisier d'Iluluk. D'Iluluk, pour ceux qui savent pas, c'est le docteur de Chopper, donc qui voulait avoir le rêve impossible de fabriquer une potion capable de guérir toutes les maladies. Et il avait aussi son rêve de faire fleurir son cerisier. La cloche d'or de Chandora, pour un deuxième exemple. 400 ans plus tard, Luffy retrouve la cloche et la fait sonner pour la première fois depuis des siècles. Si vous ne vous souvenez pas, c'est cet épisode. Cristallisant toutes ces histoires et remplissant symboliquement la promesse des amis volonté, encore une volonté héritée. Voyez plutôt cette scène du chapitre 576 où Barbe Blanche se souvient d'une conversation avec Goldie Roger. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas de ce moment, c'est lorsque Barbe Noire commence à vraiment détruire Barbe Blanche, donc vraiment le tuer, le bombarder, etc. Et il commence à se souvenir de ça pendant qu'il se tirait dessus, donc avec Goldie Roger. Donc je vais vous laisser lire, je vais mettre un petit moment de pause, ou vous faites pause sur la vidéo carrément, moi je vais poursuivre ma petite idée. Donc Roger aurait hérité de cette volonté, donc comme vous pouvez le voir, un pouvoir qui se transmettrait depuis des siècles à travers les porteurs du dit Roger. Roger attendait que quelqu'un prenne la relève et termine sa quête du One Piece. Mais quelle est la quête de Roger exactement? Qu'est-ce qu'il voulait? N'avait-il pas eu ce qu'il voulait en devenant le roi des pirates? Pas tout à fait, et c'est là que nous allons rentrer dans le cœur de la théorie. Donc là c'était juste, on va dire, une sorte d'introduction juste pour se remettre les idées en place par rapport au siècle oublié, les volontés héritées, etc. Donc là on va parler surtout du rêve de Goldie Roger parce qu'on n'a pas trop non plus entendu du rêve de Goldie Roger. Donc là on va passer à la mode théorie, donc là c'est vraiment que l'hypothèse, etc.
Donc la volonté de Roger, donc par le Barbe Blanche, n'est la sienne seulement parce qu'il en a hérité il y a 800 ans. C'est la volonté de l'ancien royaume, détruit pendant le siècle manquant. C'était un grand royaume gouvernant sur la quasi-totalité du monde, comme le gouvernement mondial maintenant. Leur civilisation était avancée, mais ne pouvait pas s'étendre au maximum de leur potentiel, à cause de l'océanographie de One Piece. La planète est découpée en 4 mers, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a North Blue, East Blue, West Blue et South Blue. Donc les 4 mers, sud, est, ouest, nord. Chacune séparée par Red Line et Grand Line. Donc pour ceux qui ne savaient pas, je mettrai une petite carte juste après. Le projet de l'ancien royaume était d'éliminer cet obstacle afin de permettre au peuple de s'unir et d'effacer les divisions entre les 4 mers pour en faire un océan unifié. Le projet fut nommé One Piece, donc une partie, on va dire, genre tout se casse et on fait une terre. C'est comme si que dans le monde entier, on rassemblait toutes les îles de l'Asie, les Amériques, etc. Et ça faisait une pièce, donc un One Piece. Une pièce représentant donc l'océan unique qui résulterait du plan. Pour ce faire, il démarre la construction d'armes ultra puissantes, capables de détruire le continent de Red Line. Nous connaissons maintenant ces deux armes, comme les armes antiques. À l'heure actuelle, nous avons entendu parler de Pluton, donc qui a été brûlé par Franky durant l'arc Enies Lobby, on l'a bien vu. Uranus est censé exister, mais nous ne savons rien dessus pour le moment. Ça, on sait absolument rien, on sait juste le nom. Et depuis l'ellipse des 2 ans, nous avons appris l'existence de Poséidon, une arme antique différente puisqu'elle s'éveille chez la princesse Shirahoshi des hommes poissons et lui permet de contrôler les rois des mers. Donc l'ancien royaume, bien décidé à faire exploser Red Line, poursuit la création de plusieurs armes pour des raisons géopolitiques évidentes. Certains royaumes, 20 pour être exact, ne veulent pas de ce projet et se rebellent contre l'arme antique. Une guerre éclate et les 20 royaumes en sortent vainqueurs, bien évidemment. Ils effacent toutes leurs traces, toute trace de la ère, et forment le gouvernement mondial. Le projet One Piece fut oublié et personne n'en a entendu jamais parler. Jusqu'à bien évidemment ce fameux Gold D. Roger. Le passage du temps. Alors que la coalition des 20 royaumes avance sur leur territoire, l'ancien royaume se prépare à l'inimitable et grave histoire de leur civilisation et de ce siècle sur des stèles indestructibles, les poneglyphes. Peu avant la chute, ils parviennent à les cacher partout dans le monde, donc comme on peut le voir un peu partout, en même temps que leurs armes antiques. Le but était d'enfouir leurs secrets pour qu'un jour quelqu'un puisse apprendre la vérité et leur faire revivre leur mémoire. Après la victoire du gouvernement mondial, ce dernier interdit catégoriquement l'étude des poneglyphes, comme on nous explique dans le passé de Robin, et s'assure que personne ne puisse les déchiffrer. Sauf que comme Robin a survécu, il y a forcément une personne qui peut les déchiffrer. Malheureusement pour eux, comme je viens de dire, la volonté de l'AR a enduré et attend que quelqu'un vienne terminer ce qu'ils avaient commencé. Donc on va aller partir sur un autre point, la volonté héritée. Donc 800 ans plus tard, Roger atteint Raftel, enfin, et découvre la vérité sur le siècle manquant, avec Rayleigh et tout bordel. Il sait dorénavant ce qu'il lui reste à faire, malheureusement le destin en décide autrement et il tombe affreusement malade. Son temps est compté et il s'affaiblit de plus en plus juste au moment où il avait besoin de beaucoup de volonté et beaucoup de temps. Roger décide de se sacrifier pour lancer l'âge d'or de la piraterie en espérant que quelqu'un d'assez fort et digne finisse ce qu'il a commencé. Donc là on va partir sur un nouveau point encore, donc je vais dire en fait cette phrase 50 fois, donc là c'est le projet enfin du One Piece. Donc par contre là je vais vous montrer pas mal d'illustrations parce que sinon t'es débordé hein. Donc alors, comment faire réaliser cette idée folle de réunir les 4 mers en un océan unique? Et comment est-ce que cela deviendrait le but de Luffy et qui pour le moment est seulement intéressé par devenir le roi des pirates? Pour illustrer la théorie, on va céder d'illustrations parce que le globe de One Piece n'est pas plus facile à comprendre. Donc l'idée derrière le projet de One Piece, c'est d'unifier l'océan, un océan parfait pour la navigation et pour les échanges entre les royaumes. Pour faire fusionner les mers et Grand Line, il va falloir partiellement détruire Red Line, bien évidemment. Pas si simple que cela, quand on considère que la chaîne de montagnes culmine à 10 km au-dessus du niveau de la mer. Les montagnes sont en fait un amas géant d'îles climatiques, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Pour passer d'une mer à Grand Line, il faut passer par Rivers Mountain, donc ça, si vous vous souvenez, c'est là où le bateau avait fait carrément un gros toboggan mais à l'envers.
accessible par un canal au courant ascendant pour ensuite bifurquer et descendre de l'autre côté de Calm Belt. Plus loin, pour entrer dans le nouveau monde, il faut passer sous Red Line, donc là c'est par-dessus, là c'est en dessous, vers l'île des hommes poissons, ou par le haut, Marie-Joie, la terre sainte réservée au conseil des 5 du gouvernement mondial, donc ces gros fils de chiens, et aux dragons célestes, encore ces gros fils de chiens, avec leur tête salée là. Pour l'explosion de l'air, cela était possible en définissant un point précis où tous les éléments de l'équation, les 4 mers, Grand Line, le Nouveau Monde et Calm Belt, se réunissent. Donc le cercle entoure la cible à détruire, donc pour faire une mer. Comment détruire la structure grâce aux armes antiques, donc genre Hiroshi, Uranus, dont nous ne savons rien encore, ou Pluton, mais je sais pas comment ils pourraient remettre Pluton, sachant qu'il a été détruit, peut-être qu'il y a encore des plans cachés, etc. Capable de détruire le monde, c'est l'un des éléments clés de la toile du fond de One Piece, et on les verra forcément en action à un moment ou à un autre. Voilà le moment feu. Donc là je vais vous montrer une petite image où vraiment tout se détruit. Donc on voit Laboon en plein milieu avec East Blue, South Blue, etc. Avec Redline et le BAM qui fait que tout se détruit. Donc l'explosion produira une mer encore plus effroyable que celle du Nouveau Monde, avec un tourbillon géant. Sans Redline bloquant le magnétisme de la surface de la planète, le climat devient plus prévisible sur le Nouveau Monde et le vent commence à souffler sur Calm Belt. Les rois des mers pourraient s'agiter, mais heureusement, la princesse des hommes poissons possède le pouvoir de les calmer et de les contrôler. L'océan est unifié à cet endroit et la première partie du projet de One Piece est un succès. Et oui, les mers s'unissent et toutes les espèces vivantes dans les mers peuvent librement migrer d'un point à un autre et se retrouver au centre du monde d'une mer que l'on pourrait trouver, les espèces de poissons du monde, donc le rêve de Zeph. Donc le rêve dont a hérité Sanji, All Blue. Donc là on pourrait trouver All Blue avec toutes les espèces de poissons du monde. Donc c'est encore une volonté héritée. Lorsqu'au début du manga on nous parle de découvrir une nouvelle mer, l'idée est très floue puisqu'on sait que le globe entier est déjà plus ou moins exploré. Quelques îles comme Raftel sont inaccessibles, pas de quoi y cacher une mer entière. Cette théorie règle le problème. All Blue n'existe pas encore. C'est un rêve de communion entre les espèces et l'incarnation de ce que représente le One Piece. Donc vraiment c'est ce que serait basé le One Piece. En fait c'est juste une putain de destruction du monde. Voilà. Mais Sanji n'est pas le seul qui verra son rêve accompli. Parce que il y a forcément l'achèvement du projet. Donc Luffy il deviendra forcément King Roi des pirates. Il veut avant tout être la personne la plus libre du monde, capable d'aller partout où il le souhaite. Donc avec All Blue, ça lui permet exactement cela. Nami pourra continuer son travail de cartographie en ayant accès à toutes les îles, et même être dans la première à redessiner la nouvelle carte du monde, si tout cela se déroule comme prévu, bien évidemment. Robin aura accompli son rêve en découvrant l'histoire cachée et réalisé sa volonté. Franky verra son Thousand Sunny naviguer partout dans le monde, invaincu, bien évidemment. Et la pierre angulaire qui nous fait vraiment croire en cette théorie, Brook. Donc là, il verra forcément Laboon. Avec All Blue, le problème n'existe plus. Rien qu'avec cela, 6 rêves sur 9 sont directement réalisés. Mais ce n'est pas tout, ce ne sera que la moitié du chemin. La dernière partie du One Piece sera une immense guerre opposant Luffy et ses alliés au gouvernement mondial. Il détruira Marie-Joie et la Terre Sainte, normalement. Donc ça c'est un peu de mon côté personnel. Donc là ça c'est vraiment ce que j'avais pensé moi, que c'était obligé que le gouvernement allait se faire démonter la gueule par Luffy. Donc là on va parler de la prophétie de Madame Charlie. Donc sur l'île des hommes poissons, la voyante avec sa boule de cristal, qui avait vu, si vous vous souvenez, Luffy détruire l'île des hommes poissons. On pense d'abord que cela a eu un rapport avec l'histoire en cours et Audi, et quand Luffy finit par sauver les hommes poissons de ce dernier, tout le monde, ou presque, semble se dire que pour la première fois Charlie avait tort. En réalité, oui et non. Elle n'a pas menti et n'avait pas tort. Elle a simplement vu la seconde destruction de Redline, où se trouve Marie-Joie et l'île des hommes poissons. Parce que si vous avez la carte, en fait, Marie-Joie se situe pile au-dessus de l'île des hommes poissons, mais pile au-dessus. Donc l'ancienne princesse sirène d'il y a 800 ans avait passé un pacte avec Joy Boy. Donc ça c'est ce qu'avait expliqué Robin, non pas Robin, Robin n'a sait rien. Ce qu'avait expliqué le roi Neptune à Robin, donc après tranquille à deux.
Pour compléter le projet One Piece, l'homme mentionné sur les poneglyphes de la forêt marine il y a 800 ans, Joy Boy et la promesse, on trouve le fameux schéma de déplacer l'arche de Noah pour les habitants de l'île des hommes poissons. Les habitants doivent protéger cette arche en attendant le jour promis. Donc tous les hommes poissons iront dans cette arche, partiront et forcément l'île des hommes poissons se fera détruire. Donc Joy Boy serait en fait l'ancien roi de l'ancien royaume, proposant à la princesse Sirène à l'époque de participer au projet One Piece. Joy Boy serait inspiré du vrai roi javanais du XIIe siècle, si vous vous souvenez pas, Joyo Boyo. Donc voilà le nom toi. Il est fameux pour avoir fait de nombreuses prophéties. La plus importante prédit la chute de son royaume avant de connaître un nouvel âge d'or. Ce roi est surtout connu pour sa division unique et pour avoir unifié ses territoires. Joy Boy semble être un nom assez aléatoire jusqu'à ce que l'on tombe sur ce personnage historique. Et comme on le sait, Eiichiro Oda s'inspire de personnages historiques. Grâce à son pouvoir, Poséidon, la princesse, est nécessaire au bon fonctionnement du plan de l'ancien royaume. Elle donne son accord à la condition que Joy Boy déplace les habitants de l'île vers un lieu sûr. Donc je pense qu'en fait, après ils vont être en colocation avec les humains. Donc il fabrique l'arche, mais malheureusement, l'ancien royaume commence à s'écrouler face aux 20 royaumes et il doit partir forcément. Il ne peut pas maintenir sa promesse et il écrit sa lettre sur le poneglyphe que Robin a lu sur l'île des hommes poissons. Il lui a fait donc une seconde promesse. Même si lui n'a pas pu tenir sa promesse, un jour quelqu'un le fera pour lui. Le jour que prédit Charlie est en fait celui-là. Le jour venu, Luffy lancera son attaque sur Marie-Joie et la princesse Shirahoshi demandera au roi des mers d'aider à déplacer les habitants à l'aide de l'arche. Une fois Redline détruit, la même chose que Reverse Mountain se déroulera. Un nouveau All Blue où les hommes poissons iront vivre plus tard autour de l'arbre d'Ève, dont les racines atteignent actuellement le royaume, mais montent à travers Redline jusqu'à la Terre Sainte. Cet arbre fait parallèle à l'arbre d'Adam, d'où est issu le bois le plus robuste du monde, et dont est fait le Thousand Sunny. Luffy gagnera sa guerre forcément contre le gouvernement mondial. Les hommes poissons ne vivront plus à l'écart des autres, et le monde entier sera unifié. Luffy pourra également remplir sa promesse de faire visiter une île à la princesse Sirène. Pour résumer, la connaissance des poneglyphes permettra à Robin, forcément, de connaître la véritable histoire et de mener l'équipage à Raftel. Ils y découvriront toute l'histoire de l'ancien royaume, les armes antiques et sûrement un trésor gigantesque parce que ça reste une histoire de pirates. Luffy sera certainement révolté par les actions du gouvernement mondial et il comprendra le message et la volonté de Roger que s'il veut être le roi des pirates le plus libre du monde, il faudra détruire ceux qui privent les hommes de liberté et détruire les obstacles géographiques et qui empêchent les peuples de s'unir. Luffy a de toute façon déjà assez de raisons pour aller tabasser les membres du gouvernement, ça on est bien d'accord, et il décidera de finir ce que l'équipage a commencé en déclarant la guerre au gouvernement mondial, à Enies Lobby. La Grande Guerre lui permettra d'être accompagné par tous ses alliés qu'il a fédérés depuis le début de l'aventure, et même ceux de Dressrosa, de remplir toutes ses promesses et les rêves des membres de l'équipage seront facilités ou carrément réalisés par le succès du projet One Piece, genre Zoro contre Mihawk, etc. Il est important de se souvenir, je m'en bats les couilles, souvenir que malgré toutes ces informations, cela reste forcément une petite théorie, tout est exact comme prédit, mais il serait étonnant que la partie principale de la théorie ne soit pas confirmée dans le futur. Donc voilà les gars, c'était juste une petite théorie, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez été jusqu'à la fin, si vous avez le courage d'être jusqu'à la fin. Je pense que je ferai 2-3 coupures parce que là c'est putain de vraiment long, mais vraiment long. Donc voilà, donc là je vais vous laisser pour cette première vidéo. Donc c'est forcément une première vidéo, donc c'est forcément un peu mou. Prochaine vidéo, sûrement la durée de vie de Luffy en deuxième théorie. Et je vais vous laisser là pour de prochaines aventures et de nouvelles théories sur Itoyu-san. A la prochaine.